Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Alain Boer. Bonjour. Vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers, responsable du pôle sécurité, défense, renseignement. Depuis le jeudi 16 mars et l'annonce du 49.3, les manifestations ont changé de nature. Manifestations parfois spontanées, parfois sauvages, avec beaucoup de colère, des actes de vandalisme, voire d'insurrection et des affrontements, parfois d'une très grande violence avec les forces de l'ordre dans les rues ou encore ce week-end à Sainte-Soline. Y a-t-il un problème de maintien de l'ordre? Peut-on parler de violence policière? Qui a le droit d'utiliser la force? Et cet usage est-il proportionné? Voilà les questions pour lesquelles j'ai voulu vous recevoir ce matin, essayer de comprendre, d'analyser et aussi de prévoir la suite. Mais d'abord, cette question sur ce qui s'est passé hier. Hier, il y avait à nouveau une grande manifestation avec un tout petit peu moins de monde dans la rue, mais tout de même une grande manifestation à Paris et dans les principales villes de France. Et il n'y a pas eu les débordements redoutés. Est-ce qu'on peut dire ce matin que l'épisode de violence est derrière nous? Non, on peut dire qu'il y a des cycles de violence avec des montées de pression et des baisses de pression, d'autant qu'il y avait eu une très forte montée en pression dans les jours précédents, notamment à Sainte-Soline, mais ce n'est pas exactement la même manifestation, ni les mêmes manifestants, ni les mêmes conditions de la manifestation. Ceci posé, il y a un niveau général de rage dans la société française, de colère qui est considérable, et tout mouvement social accouche toujours d'une génération politique, d'une avant-garde révolutionnaire, et parfois de pire. Or, depuis les bonnets rouges, les gilets jaunes et le mouvement social, il s'agit toujours de la même colère cumulée. Ce n'est pas la convergence des luttes, on n'est pas en train de faire la même manif pour le même sujet, mais c'est la convergence des rages. Et il y a là, dans cette affaire, des gens d'ultra-droite, des gens d'ultra-gauche, et surtout ce que j'essaye d'appeler comme l'ultra-peuple. Des gens qui considèrent que tous les corps intermédiaires ayant échoué, soit parce qu'ils ont été détruits par l'État central qui n'en voulait plus, soit parce qu'ils n'arrivent pas à faire passer des revendications par la négociation et qu'il n'y aurait qu'une seule voie, celle de la force ou de la violence, sont aujourd'hui en attente du moment où ils pourront à nouveau se réexprimer. Chaque mouvement amène à une rage plus importante que celle qui existait précédemment et donc ça bouillonne gentiment. Ça ne va que crescendo et ça ne fait que s'accumuler? C'est-à-dire que quand vous nous dites, il y a eu les bonnets rouges, on les avait presque oubliés, les gilets jaunes, cette lutte sociale aujourd'hui, pour vous, c'est comme si c'était une frise chronologique? Oui, logique, et qui amène malheureusement le niveau de stabilisation à être toujours plus élevé que le niveau de stabilisation précédent. Mais il y a des baisses de tension, fort heureusement d'ailleurs. Mais quand on voit que depuis 2 mois, il y avait des manifestations gigantesques, avec parfois des records de mobilisation dans la rue, et précisément, on avait l'impression qu'on retrouvait le fait de manifester calmement, de manifester sans qu'il y ait de débordement. Les syndicats étaient à la manœuvre, et tout bascule quand même le 16 mars, c'est-à-dire avec l'annonce du 49.3. C'est-à-dire que la police s'adapte aux manifestants et ce n'est pas l'inverse. Donc quand il y a des manifestations bien organisées où les syndicats ont repris la main, c'est-à-dire qu'ils ont réussi la conjonction entre les ronds-points périphériques et les grandes places publiques des grandes villes, entre les manifestants du week-end, parce que le reste de la semaine, ils travaillaient et que c'était des travailleurs pauvres qui avaient des problématiques de 50 km/h, de fin de mois, de diesel, etc. Et les manifestants plutôt en ayant un emploi stable, plutôt de la fonction publique, mais qui ont connu eux aussi la gestion sanitaire, le Covid, etc., il y a une reprise en main, une reconquête de l'espace public par les organisations syndicales. Et donc, on est avec des professionnels de la manifestation qui étaient gérés par des professionnels du maintien de l'ordre. La situation était plutôt à peu près bien gérée, tout était plutôt sous dans contrôle. des conditions raisonnablement stables. Là, on a retrouvé des amateurs du maintien de l'ordre ou des gens qui sont venus expressément pour casser à Sainte-Soline. Vous noterez, c'est écrit par vos collègues du Monde, mais c'est très précis, qu'il y avait 3 manifestations, pas une seule. La manifestation des gentils, la manifestation des un peu énervés et la manifestation des très énervés. Avec 3 codes couleurs. Avec 3 codes couleurs, des drapeaux installés. C'était le Koh-Lanta de la manif. Et donc, il y avait un enjeu spécifique qui était d'aller à l'affrontement. C'est un choix délibéré. Ce n'est pas le cas pour les organisations syndicales. Les organisations syndicales, après et avant la manif, elles négocient parce qu'elles représentent des intérêts. Mais je voudrais aussi le maintien de l'ordre, il s'adapte. Qu'on s'interroge justement sur ce maintien de l'ordre et sur le rôle de ce maintien de l'ordre et la question de la provocation
provocation. Est-ce que la provocation vient des manifestants ou est-ce que la provocation vient de ceux qui maintiennent l'ordre? On va y revenir sur Sainte-Soline. Mais d'abord, il y a un mot que vous venez d'utiliser. Vous avez utilisé le mot génération. Vous avez dit chaque mouvement génère une génération politique. Un des enseignements aussi des 2 dernières semaines, c'est l'arrivée des jeunes qui jusqu'alors avaient finalement été restés plutôt en marge des mobilisations. Bien qu'ils aient été appelés à se joindre au mouvement, ils n'y étaient pas rentrés. Ils sont rentrés dans le mouvement. Est-ce que ça, c'est aussi un des facteurs du changement de nature? Ils étaient déjà là dans Extinction Rebellion, dans tous les mouvements environnementalistes, dans Occupy n'importe quel espace entre Wall Street et la Bourse de Paris. Donc il y avait des enjeux de mobilisation générationnelle, mais qui n'étaient pas habituels. Ils n'étaient pas politiques, ils n'étaient pas syndicaux, ils n'étaient pas sociaux, ils étaient environnementaux. Ce qui est en train de se passer, c'est justement le rassemblement de tous ces mouvements en un seul, c'est-à-dire un mouvement qui est en opposition frontale à l'action environnementale ou à l'inaction environnementale, à l'action sociale ou à l'inaction sociale, au mouvement des retraites. Donc c'est la convergence de tous ces mouvements qui ne sont pas d'accord sur l'objectif, mais qui sont d'accord sur le fait que le gouvernement doit répondre à toute une série de questions, et la manière dont il répond ou l'absence de réponse leur paraît de plus en plus insupportable. Deuxièmement, à l'intérieur de ces mouvements, il y a des gens qui surfent sur le mouvement. Ils n'ont pas d'intérêt sur la nature des revendications, ils veulent l'affrontement. Parmi ceux qui se sont agrégés à ces manifestations, c'est pas forcément ceux qui manifestaient contre les retraites comme lors des deux précédents mois. Là, ce sont des gens qui ont une colère beaucoup plus large. Ils ont une colère beaucoup plus large, et puis l'excuse n'est pas leur élément important. L'affrontement est le cœur de leur engagement. Ils veulent s'affronter à l'État, ils veulent s'affronter au capitalisme, ils ont un choix délibéré qui est différent des autres. Mais ils ont besoin des autres pour pouvoir surfer sur la manif. Ils ne peuvent pas manifester par eux-mêmes. Vous ne pouvez pas avoir une manifestation que de Black Blocs. Ça n'aurait aucun sens, par exemple. Ce sont des mouvements qui s'agrègent à des manifestations. C'est un peu le coucou, quoi. Utilisent les C'est un peu le coucou qui s'installe dans le nid des autres. Alain Boer, je voudrais justement qu'on puisse s'arrêter un instant sur les forces de l'ordre, avec d'abord un focus sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Au moment où l'on se parle, il y a toujours 2 manifestants qui sont entre la vie et la mort, dont on n'a pas encore précisément de nouvelles. Ils sont tous les 2 encore hospitalisés. Et alors, on apprend, et ce sont notamment nos confrères du Monde qui révèlent cet enregistrement hier, autour de la question de l'accès aux blessés. Y a-t-il eu, oui ou non, des difficultés, voire même des ordres pour que les services de secours n'accèdent pas aux blessés? L'enregistrement est un enregistrement entre quelqu'un qui appelle de la Ligue des droits de l'homme et un pompier du SAMU. Le SAMU, le médecin de la Ligue des droits de l'homme dit « C'est vous que j'ai eu tout à l'heure au téléphone ?» Le SAMU répond « Oui ». Le médecin dit « Vous en êtes où là? Parce qu'on a une très grosse urgence absolue. » Le SAMU répond « Le problème c'est que vous n'êtes pas exactement sur place. C'est compliqué. On n'enverra pas d'hélico ou de SMUR sur place parce qu'on a ordre de ne pas envoyer par les forces de l'ordre. » Est-ce que si cet enregistrement est véridique, ce n'est pas le signal que les forces de l'ordre ont en effet au minimum ralenti les secours? Alors il y a plusieurs éléments, parce que il se trouve que cet enregistrement, comme ce document, est beaucoup plus long. Et donc, il indique à un moment que... c'est évidemment cette phrase-là qui pose problème. Oui, mais c'est toujours le problème, c'est que... Voilà, faut toujours voir les prenez choses le temps, expliquez. Dans la longueur. Alors, je n'y étais pas plus que les 2 interlocuteurs au téléphone. Et c'est une partie... Aucun des 2 ne sont sur place, en effet. Et le médecin Chacun raconte quelque chose d'autre qui n'est pas exactement ce qu'on raconte par ailleurs. Le médecin du SAMU, qui n'est pas ni un préfet ni un gendarme, expliquant qu'il a des centaines de coups de fil à gérer, qu'il a des tas de gens et qu'il y a un lieu de regroupement des blessés qui est à l'église, je crois. À l'église de Sainte-Soline. Et donc, il a le plus grand mal à gérer l'ampleur du nombre de blessés. C'est plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. Il y a des très graves, des moyens graves, des pas graves, mais enfin, il faut s'occuper de tout le monde. 2, l'hélicoptère, c'est sûr qu'il ne serait jamais... Et il n'aurait jamais été autorisé à atterrir, vu l'ampleur des jets de projectiles divers qui arrivaient de partout, et parce qu'un hélicoptère, même siglé SAMU, SMUR ou gendarmerie ou protection civile, aurait été pris pour cible, comme des médecins qui, eux, sont intervenus, notamment des médecins gendarmes, qui a été le premier d'ailleurs à s'occuper d'un des 2 blessés. C'est d'ailleurs ce que dit le ministère de l'Intérieur, qui dit qu'au péril de sa vie, lui-même a été quand même... il a été pris à partie, alors qu'il intervenait lui-même sur place, cette fois-ci, pour gérer ce sujet. Mais vous avez raison, cet enregistrement, il doit être analysé de manière complète, précise et détaillée. Ce que dit le médecin, parce que c'est un médecin, c'est pas seulement un délégué de la Ligue des droits de l'homme, montre à quel point il y avait un sujet. Le président de la Ligue des droits de l'homme s'est exprimé sur le sujet en racontant ce qui s'était passé de son point de vue. Et il va falloir voir si
la préfecture a donné des instructions de protection de l'hélicoptère ou des moyens de secours qui eux-mêmes étaient pris à partie. Je rappelle que très souvent, les policiers sont pris à partie, mais les pompiers aussi, ce qui explique une certaine réticence à engager la vie ou la sécurité d'intervenants des secours, je ne parle pas des forces de l'ordre, dans des endroits où c'est particulièrement violent. Et d'ailleurs, le responsable du SAMU dit, mais tu sais qu'on est dans une zone d'exclusion parce que ça n'est pas assez calme pour qu'on puisse intervenir. Ce à quoi le représentant des droits de l'homme dit, c'est plus calme. Il dit c'est plus calme depuis une demi-heure. C'est ce qu'il précise au téléphone. Mais quelle est la doctrine quand on voit que, d'après la préfecture, il y avait 6 000 manifestants et 3 000 gendarmes? Est-ce que c'est proportionné? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a 6 mois, une manifestation autorisée avait provoqué de graves dégradations et que cette manifestation était interdite. Donc il n'y aurait dû y avoir personne, ni gendarmes, ni manifestants. Mais clairement, s'ils ont envoyé 3000 gendarmes, c'est qu'ils savaient qu'il y aurait de toute façon des manifestants. Quand vous avez une manifestation illégale et que vous avez décidé de l'interdire, vous envoyez en général des forces de l'ordre, soit pour protéger les équipements, ce qui est un sujet en soi, soit pour intervenir, pour disperser la manifestation illégale, qui dans ce cas précis devient un attroupement et qui est interdit par la loi. Après, on peut discuter de savoir si les motifs étaient légitimes, si les bassines c'est bien ou c'est mal. J'ai de ce point de vue-là un avis qui est peut-être pas celui de ceux qui défendent l'idée même des bassines, mais sur le fond, une manifestation illégale, elle nécessite un mouvement qui est un mouvement non violent, peut-être d'encerclement, mais certainement pas d'affrontement. Or, quand on organise soi-même, organisateur de manifestation, 3 cortèges, un gentil, un moyen et un vénère. C'était le mot, vénère. On sait ce qu'on fait. Il y avait effectivement une partie des manifestants qui revendiquaient d'être dans le groupe des vénères. Et d'aller à l'affrontement, et d'être équipés pour aller à l'affrontement, pas à la manifestation. Avec des équipements qui, en effet, sont des armes par destination, très clairement, oui. Alain Boer. Avec des éléments qui ressemblent plus à des tentatives d'homicide qu'à de la dégradation de biens, pour résumer le code pénal. Mais depuis, on va revenir aussi sur la question de ce que font nos voisins dans ce genre de situation, parce que des black blocs, il n'y en a pas que chez nous, et d'ailleurs, en général, c'est les mêmes qui se promènent en Europe. Mais depuis, il y a eu cette décision du ministère de l'Intérieur, par la voix de Gérald Darmanin, de dissoudre le groupe Le Soulèvement de la Terre. Le Soulèvement de la Terre, c'est le groupe qui a organisé, un des groupes qui a organisé cette manifestation. Est-ce que c'est l'une des réponses? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce qu'on a le droit de dissoudre ce genre de groupe? Oui, la loi de 1936 permet de dissoudre tous les groupements dits armés ou insurrectionnels. Et d'ailleurs, on s'en sert en général contre l'extrême droite, de temps en temps contre l'extrême gauche. Maintenant, c'est une première pour un mouvement environnementaliste, on va dire, vénère. Mais c'est une possibilité, oui, c'est une possibilité qui relève plus du symbolique que du pratique. Beaucoup de ces organisations sont des associations de fait et pas des associations de droit et se reconstitueront probablement d'une manière ou d'une autre. Mais le problème, il est beaucoup plus de la manière dont on dialogue avec les gens pour éviter les effets de guerre civile. Qu'est-ce qui aurait pu être fait et qui n'a pas été fait? Visiblement, les négociations sur la question des bassines comme Notre-Dame-des-Landes, comme Cressmalville, il y a très longtemps, où il y avait déjà eu un mort, Vital Michalon, comme Sivens, où un autre individu avait été mortellement blessé, montre à quel point on a un problème de dialogue dans ce pays, puisque, à la différence de beaucoup d'autres, où on arrive à négocier en y prenant le temps, et en n'étant peut-être pas toujours d'accord à la fin, mais sans violence, la France est un pays où le rapport de force a été institué, d'abord par l'État, qui pense que c'est le seul moyen de visualiser l'ampleur d'une contestation et qui se sent drapé d'une espèce d'idée que le pays légal vaut toujours mieux que le pays réel. Et puis le pays réel qui considère que si on n'a pas assez de représentation, si on n'a pas assez de puissance démocratique, eh bien il n'y a qu'un seul moyen, c'est la violence. Vous noterez que c'est même la première fois, en tout cas au cours des 40 dernières années, où j'ai commencé avec Michel Rocard et jusqu'à maintenant, que je vois des gens manifester pour que l'Assemblée nationale vote quelque chose, alors que d'habitude on manifeste contre quelque chose qui vient d'être voté. Pour une fois, en effet, c'est la question du 49.3 et du vote. Alain Boer, dans le profil, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le profil des manifestants. Ce que dit le ministère de l'Intérieur, c'est que notamment à Sainte-Soline, il y avait au moins 1000 personnes dites radicalisées, dont 200 connus des services de renseignement, parmi lesquels un certain nombre, disent-ils, de fichiers S. Est-ce qu'il s'agit des Black Blocs? Est-ce que ce sont les mêmes? On n'en sait rien. D'abord, il y a une très grande diversité d'acteurs. L'effet gilet jaune a créé, comment on sait ça? des Quand vous dites on n'en sait rien, comment on sait qu'il y avait 200 personnes connues des services de renseignement, dont un certain nombre de fichiers S? Les 200 connus, c'est parce que quelqu'un a pris des photographies qui a permis de les comparer aux fichiers. Et donc, celui des Même fichiers... s'ils sont la plupart du temps masqués? Oui, mais avant d'être masqués, ils ne sont pas masqués. C'est un processus de déguisement, puis de dédéguisement. Donc, il les voit arriver, etc. Mais l'être fichier S ne vous interdit pas de circuler
ni sur le territoire français, ni à l'intérieur de l'Union européenne. Et donc, on sait à peu près identifier des gens. Après, la quantification relève d'opérations aussi précises que celle du nombre de manifestants. Donc, on a des écarts. Mais ce qui est intéressant à Sainte-Soline, comme dans les manifestations autres, c'est l'agrégation de gens qui ont des profils et des niveaux de mécontentement, de rage et d'énervement très diversifiés. Le lieu est unique, mais les motifs d'engagement et de rage sont très différents. Et c'est ça qui est pas inédit, mais relativement rare d'avoir réussi à agglomérer toute cette série de mécontentements qui vont de la revendication périphérique, comme dirait Gulli, à les manifestations sur les géographes. Les manifestations sur les retraites ne servent à rien. Alain Boer, depuis hier, Gérald Darmanin ne parle plus seulement des Black Blocs, mais il parle des Black Bourges. Sous-entendu que ce sont des bourges, des bourgeois qui se déguiseraient ou qui seraient constitutifs de ce que sont aujourd'hui les Black Blocs. Est-ce que c'est juste? Qui sont les Black Blocs? Alors d'abord, c'est une constatation historiquement réelle. Les révolutionnaires sont toujours des bourgeois. C'est pas le peuple qui commence la révolution. En général, il l'a fini. Mais c'est ainsi va la vie. C'est un niveau dit de conscience révolutionnaire qui amène à ce qu'une partie de la bourgeoisie jeune considère que le moment est venu de changer le monde. Et d'ailleurs, ça n'est pas toujours pour le plus grand mal. Ça nous a permis de passer du statut de sujet à celui de citoyen en 1789. On ne va pas s'en plaindre plus que ça. Et c'était très violent à l'époque. Donc la réalité, c'est qu'évidemment, dans les niveaux d'engagement, on voit souvent des jeunes gens de la bonne société, jeunes gens et jeunes filles, s'engager dans des processus parfois extrêmement violents. Qui y a derrière les masques? Ben, c'est ça, la population en général, mais elle est beaucoup plus large. C'est pas une secte, c'est un espace qui a vocation à recruter. C'est pour ça que j'explique qu'une partie des Blacks jaunes sont devenus des Yellow Blacks. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que le niveau de leur engagement n'ayant pas suffi par les manifestations, même violentes, de 52 week-ends à Paris, il fallait passer à un autre niveau de l'engagement et être beaucoup plus brutal. Est-ce qu'il s'agit de jeunes? Est-ce qu'il s'agit de jeunes diplômés? Est-ce qu'il s'agit de jeunes issus de milieux plutôt favorisés? Aussi. Mais pas seulement. C'est pour ça que tous les mouvements de jeunesse, quand ils sont passés à l'action violente, parfois à la lutte armée, regroupent des populations relativement diversifiées. C'est leur âge qui fait la différence, pas leur statut. Comment on intègre le mouvement des Black Blocs? C'est eux qui vous intègrent. Ça veut dire quoi, ça? Qui décide? C'est-à-dire que c'est très décentralisé. D'abord, il y a des Black Blocs et pas un Black Bloc. Il n'y a pas un grand chef des Black Blocs. C'est pas un mouvement pyramidal. C'est un rassemblement qui permet de voir au bout d'un certain nombre de manifestations, d'engagement, de votre niveau de souhait, de passage à un camp d'entraînement ou de dialogue qui permet de vous repérer, de voir à quel point vous pouvez être considéré comme pouvant appartenir ensuite au mouvement. Et ensuite, vous recevez des SMS et des mini-messages. Vous dites rendez-vous à telle heure, à tel endroit, puis à un autre endroit et à une autre heure. Et après avoir bien vérifié que vous n'étiez pas un agent infiltré, si vous ne l'êtes pas, vous pouvez entrer dans, entre guillemets, le mouvement. Mais ce n'est pas un mouvement au sens syndical ou politique traditionnel. Il n'y a pas des réunions de section ou de cellules toutes les semaines pour discuter de la motion du prochain congrès. C'est autre chose. Alain Boer, la Brave M. La Brave M qui est dans le collimateur de ses opposants, avec même du côté de l'Assemblée nationale une pétition qui a été lancée, qui rassemble de nombreuses signatures pour demander la dissolution de la Brave M. Un certain nombre de membres de la Brave M ont d'ailleurs fini par être écartés des manifestations parce qu'ils ont été reconnus comme ayant insulté, voire violenté un certain nombre de manifestants. Est-ce qu'il y a un problème avec la Brave M? Il y a un problème avec certains membres de la Brave M, visiblement. Le préfet de police lui-même l'a indiqué, mais c'est tout le problème de ces unités qui ne sont pas préparées au maintien de l'ordre. C'est des unités anti-casseurs qui sont préparées à des casseurs qui ne savent pas véritablement faire le maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, c'est la spécificité et la professionnalisation des CRS et des gendarmes mobiles. Ils savent le faire, ils ont l'expérience pour le faire, la retenue pour le faire, la distance. Mais alors pourquoi on envoie la Brave M? Parce qu'on n'a plus assez d'autres choses. Le problème, c'est que nos amis à Bercy, dans le service comptabilité, ont décidé qu'on pouvait se passer toute une série de services publics. Des sanitaires qui ne servaient à rien avant Covid, puis qu'on rattrape comme on peut désormais, des sécuritaires parce que le maintien de l'ordre ne servait plus à rien, et même des militaires parce que la guerre avait disparu. Dixit Bercy ne servait plus à rien, si je vous écoute, Alain Boer. Évidemment, une fois qu'une crise arrive, en fait, on se retrouve avec la Brave M parce qu'on n'a plus d'autres maintiens de l'ordre suffisants. Bien sûr, c'est des gens qui sont plutôt habitués aux brigades anticriminalité. Non, c'est un problème de formation, de choix délibéré. Nos unités mobiles, gendarmes mobiles et CRS, sont utilisées de manière fixe.
pour protéger des institutions, alors qu'ils sont faits justement pour gérer le maintien de l'ordre. Et les autres qui compensent les trous béants du manque de recrutement, de la baisse du recrutement, de la perte de confiance dans l'institution, de la dureté du travail, des suicides ou des crises de famille, dans la police plus que dans la gendarmerie, mais quand même amènent mécaniquement à, une fois qu'il y a un grand mouvement et qu'il faut mobiliser massivement des forces de l'ordre épuisées, je rappelle qu'ils ont fait 52 semaines de gilets jaunes et qu'ils ont des mouvements sociaux de manière assez récurrente, des déplacements, ce qui explique d'ailleurs l'annulation de quelques voyages royaux parce que plus personne ne savait comment faire. Charles tout ça qui devait être en même temps. En ce moment même en France. Voilà, donc c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on a trop de crises et plus assez de professionnels pour gérer les crises. Alain Boer, je vous ai parfois invité aussi pour parler de la question plus globale du rapport de force au niveau international. Et je voudrais signaler que vous publiez un livre qui s'appelle « Au commencement était la guerre ». C'est chez Fayard et vous sous-titrez « L'enfer qui nous attend ». Heureusement, il reste un point d'interrogation. Enfin, la question est posée. Merci Alain Boer d'être venu ce matin faire le point avec nous. Vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers, spécialiste du pôle sécurité, défense et renseignement. Merci à vous. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.